Il est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 23 mai. À la une ce soir, la création de la Commission nationale de la famille et des mesures vigoureuses pour mettre fin à la déforestation. Des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi dans ce 20 h. Comment accélérer l'industrialisation de l'Afrique, en tout cas loin de la Côte d'Ivoire en Corée du Sud? C'est le sujet au centre des réflexions à la 53e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Notre envoyé spécial sur place nous fera un point dans ce 20 h. Guérir de la fistule et se réinsérer dans la société, c'est possible. La preuve ce soir avec des femmes. C'est le clin d'œil santé de la rédaction de RTI 1 à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule ce mercredi. Et enfin, à l'étranger, la Corée du Nord détruit son site d'essai nucléaire. Un geste de bonne volonté avant le sommet historique avec Donald Trump, le président américain. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous propose de commencer ce 20 h par le Conseil des ministres, conseil qui a décidé de créer la Commission nationale de la famille, de reconduire aussi la mesure de suspension de l'exportation de la ferraille. Le Conseil a également pris des mesures vigoureuses pour mettre fin à la déforestation. La synthèse avec Viviane Aimé. Lutte contre la délinquance aggravée des jeunes, le gouvernement fait du renforcement de la cohésion familiale son cheval de bataille. Le Conseil des ministres, en sa séance de ce mercredi 23 mai, vient de décider la création de la Commission nationale de la famille. Comme vous le savez, la famille, c'est l'unité de base, c'est la cellule primaire de la vie sociale. Et quand cette famille est déréglée, malheureusement, c'est toute la société qui peut en pâtir. Il se trouve que la cohésion familiale a fortement été éprouvée dans notre pays par les différentes crises que la Côte d'Ivoire a endurées, ce qui a conduit d'ailleurs à l'aggravation ou à l'apparition de phénomènes, notamment la délinquance des enfants, la délinquance des jeunes, les civismes. Donc cette commission est un organe consultatif institué auprès du ministre chargé de la famille. Elle a principalement pour mission de proposer au pouvoir public des recommandations sur toute question relative à la famille, sur les plans social, économique, environnemental, culturel, etc., dans la perspective de mettre la famille justement au cœur des institutions sociales devant aboutir à la construction de la nation ivoirienne et en particulier de la construction de ce que nous appelons l'Ivoirien nouveau. La mesure de suspension de l'exportation de la ferraille est de nouveau reconduite. En Côte d'Ivoire, nous avons des capacités installées d'environ 162 000 tonnes par 3 unités et il se trouve que la quantité de fonte disponible et récupérée est d'environ 120 000 tonnes. Il convient donc de protéger justement ces entités. Ce décret reconduit donc pour une nouvelle période de 5 ans la mesure de suspension de l'exportation de tout type de ferraille, y compris de la fonte. Le gouvernement va prendre à bras-le-corps la lutte pour la préservation de la forêt ivoirienne, gravement menacée de disparition. Le couvert forestier national est passé de 16 millions d'hectares avant l'indépendance à seulement 3 millions d'hectares de nos jours. Il y a urgence. Le Conseil des ministres a donné son accord pour que de grands moyens au plan logistique soient déployés. Le Conseil présidentiel du 17 mai dernier a validé la déclaration de politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, ainsi que le coût global de sa mise en œuvre. Coût qui est aujourd'hui évalué à 616 milliards de francs CFA sur une période de 10 ans. Aussi, compte tenu de l'urgence induite par le recul constant de notre couvert forestier, le Conseil a autorisé qu'un financement de 4 milliards soit immédiatement dégagé pour les besoins immédiats de l'administration. Tout est mis en œuvre, la surveillance également, puisque le chef de l'État a autorisé que les forces spéciales apportent un appui aux agents des eaux et forêts dans le cadre de la mission de surveillance
de nos forêts. Il est par ailleurs demandé à toute la population de s'investir dans ce projet de reforestation de notre pays en demandant à chaque Ivoirien de planter un arbre par an. Cela pourra se faire par exemple à la Journée nationale de l'arbre et de la forêt. Le porte-parole du gouvernement s'est par ailleurs prononcé sur 2 faits largement commentés dans la presse nationale, notamment le déguerpissement des 77 familles à Cocody-Danga. Le gouvernement ne tire aucune fierté à voir des Ivoiriens dormir dehors. Le gouvernement compatit au contraire. Cela ne s'est pas fait sans mesure d'accompagnement. Tout cela a été dit très clairement. Sur les 77 familles, une quarantaine a accepté d'ailleurs ces mesures d'accompagnement. Et sur les 44 familles qui ont accepté la mesure d'accompagnement, 38 ont déjà encaissé les fonds correspondants, soit 1 million par famille. Le Premier ministre est passé hier, mais le Premier ministre a tenu clairement à dire à ces familles-là qu'il s'agissait d'abord d'une décision prise par les instances judiciaires de notre pays. Donc à partir du moment où cette décision est prise par la plus haute instance de nos juridictions, le gouvernement n'y peut rien. Le Premier ministre a invité ces familles à entendre donc les propositions qui ont été faites par la CICOJ. Et concernant la fraude massive découverte au guichet unique de l'automobile. Il y a aujourd'hui une procédure judiciaire qui est ouverte. Les douanes elles-mêmes ont également engagé des enquêtes. Les enquêtes permettront de situer les responsabilités des uns et des autres. Savoir si certains ont été auteurs, s'ils ont été seulement complices ou s'ils sont seulement victimes. Cela peut arriver aussi. Encore une fois, il ne nous appartient pas de nous prononcer tant que ces enquêtes-là ne sont pas à leur terme. Prochain Conseil des ministres, le mercredi 30 mai. Et vous l'aviez entendu, le gouvernement vient donc de se prononcer ce mercredi sur la situation des déguerpis de Cocody-Danga. Concernant les familles qui ont accepté les mesures d'accompagnement, 38 familles ont déjà reçu chacune la somme d'1 million de francs CFA comme aide au relogement. Et ce mercredi, 33 autres familles ont été invitées à passer à la caisse pour percevoir chacune 1 million de francs CFA pour se reloger, nous dit Francis Boifo. C'est une mesure exceptionnelle que le gouvernement a prise mercredi pour 33 familles locataires des maisons de la CICOJ Cocody-Danga. Ce site a été déguerpi par la CICOJ le 8 mai dernier après une décision de justice. Début janvier, la Cour suprême a donné raison à la CICOJ et a autorisé le déguerpissement immédiat de ces personnes. Et ces personnes-là ne bénéficiaient pas d'appui au logement de la part de CICOJ. Donc, sur la base d'une décision exceptionnelle du gouvernement, CICOJ a autorisé et instruit dès demain à faire bénéficier ces personnes du montant d'1 million de francs CFA par famille pour l'appui au relogement. Accompagné de sa collègue de la solidarité, de la famille, de la femme et de la protection de l'enfant, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a échangé avec 44 autres familles. Nous avons convenu que les 6 personnes sur les 44 qui n'avaient pas reçu l'aide au relogement à leur insertion, de la part de la CICOJ puissent avoir accès de façon immédiate à ces ressources. Une partie a reçu les ressources. Le message, c'est d'essayer de se remettre à l'abri et de libérer le site pour que le site soit disons, assaini. Et au ministre Claude Isaac D d'ajouter que le gouvernement prendra des dispositions pour traiter les cas sociaux. Deuxième titre de ce 20h, l'ouverture de la 53e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Le thème retenu pour l'édition 2018 est « Accélérer l'industrialisation de l'Afrique ». Des séminaires, ateliers et panels de haut niveau se tiennent sur place. Et là, nous allons très loin d'Abidjan pour atterrir en Corée du Sud avec nos envoyés spéciaux, Cheikh Koné et Imbois Hervé. L'heure n'est plus au discours, il faut agir vite et passer à l'action. L'industrialisation de l'Afrique, enjeu principal de ces 53e assises de la Banque africaine de développement, n'a pas trouvé meilleur endroit que la Corée du Sud, dont le modèle de réussite en matière d'industrie n'est plus à démontrer. Plus de 4000 délégués de l'institution de développement sont venus des 4 coins du monde. Leur mission, chercher, affiner des stratégies et trouver des solutions en vue de réduire le déficit d'industrialisation, une entrave aux économies africaines.
Je suis très content parce que depuis 2012 que je fais le plaidoyer pour l'industrialisation, je sais que c'est difficile parce que l'Afrique est en retard par rapport à tout ce qui est développement technologique et donc l'industrialisation se fera avec beaucoup de difficultés. Mais c'est absolument essentiel pour pouvoir créer les jeunes emplois dont on a besoin. Pour l'industrialisation de l'Afrique, la Banque africaine de développement a annoncé d'importants investissements, tout en œuvrant à la réduction des risques liés aux investissements du secteur privé. Il faut totalement industrialiser l'agriculture, ça c'est vraiment très important. Donc pour moi, si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et Cameroun, ils produisent beaucoup de cacao. 75% de cacao global, c'est produit dans les pays là. Mais le revenu de chocolat au niveau global, c'est 120 milliards de dollars par an. Et le parti de l'Afrique, c'est 2%. L'Afrique ne sera pas seule à porter le poids de cette ambition. Les autorités coréennes ont promis accompagner cette révolution industrielle à travers 3 axes majeurs. La révolution technologique, la croissance inclusive et la création d'infrastructures modernes. Nous avons enregistré beaucoup de retard au niveau de la transformation de nos matières premières. Il est impératif, si on veut vraiment développer nos pays, de nous industrialiser. En 1960, le produit intérieur brut du Ghana était 2 fois plus élevé que celui de la Corée du Sud. Un demi-siècle plus tard, grâce à son développement industriel, le pays du matin frais est classé 11e puissance économique mondiale. Un exemple de réussite que la Banque africaine de développement espère pour l'Afrique, d'où la définition de 5 accélérateurs pour la transformation du continent, à savoir nourrir l'Afrique, l'industrialiser, l'alimenter en énergie, l'intégrer et améliorer la qualité de vie de ses concitoyens. À suivre ici la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud donc, dans le domaine des infrastructures scolaires et sanitaires avec des réalisations dans 2 villages du district de Yamoussoukro. Et depuis 2015, ces localités ont amorcé le développement. Il s'agit de Zata et de Ngbekro. Francis Boifo pour plus de détails. Une école maternelle, un foyer de jeunes à Zata, village situé dans le district de Yamoussoukro. C'est le fruit d'un projet dont la réalisation s'est faite suivant le modèle de développement local de la Corée du Sud. On avait l'habitude de venir imposer les projets à la population. Mais cette fois-ci, le projet est d'un autre ordre. En ce sens qu'on demande à la population quels sont ses besoins. Et c'est la population qui les exprime, qui les met en pratique. Et c'est la population qui concourt à la réalisation effective de ces différents projets. En plus des infrastructures scolaires et sanitaires, le projet Semal Ondong permet à plusieurs artisans de Ngbekro, toujours dans le district de Yamoussoukro, de se prendre en charge. Les tisserands ont pu avoir un prêt pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Leurs conditions de vie qui consistaient à faire plus de produits de pagne pour pouvoir vendre ces pagnes à leurs besoins. Ils nous ont donné 11 millions et le travail se faisait par groupe. Et les prêts sont remboursés à un taux de 1,5%. Et les 0,5%, on mettait dans notre caisse. Récemment, une mission d'évaluation composée d'experts ivoiriens de la Banque africaine de développement BAD et du gouvernement coréen s'est rendue dans les localités où le modèle coréen de développement a été implémenté. D'après ce que nous avons entendu, les populations sont satisfaites de l'impact que cela a apporté. En ce qui concerne la Banque africaine de développement, nous, ce qu'on peut noter, c'est que les projets Sao Lundong sont en parfaite adéquation avec nos 5 priorités, les 5 priorités stratégiques de la BAD, à savoir éclairer, électrifier l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations d'Afrique, parce qu'il s'agit en fait d'un changement de mentalité. La Banque africaine de développement BAD entend vulgariser le modèle de développement local de la Corée du Sud à travers plusieurs pays africains. Dans l'actualité parlementaire, le projet de loi portant création
attribution, organisation et fonctionnement de la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire, projet adopté cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné, était face aux députés membres de la Commission des affaires économiques, nous dit Konaté Moussa. Bientôt, une nouvelle institution dans le secteur de l'économie, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. Elle aura pour mission, entre autres, de contribuer au développement économique par des investissements à long terme dans les domaines des petites et moyennes entreprises, des infrastructures et de l'immobilier. Ce mardi après-midi, le ministre de l'Économie et des Finances était donc face aux députés pour défendre le projet de création de cette institution. Vous convenez avec nous que les banques, généralement, financent le court et moyen terme. Mais la CDC, dans sa mission, va financer des projets étatiques, des projets pour soutenir le développement territorial sur une période de 20, 25, voire 30 ans. Nous avons donc fait une étude d'opérationnalisation de cette caisse-là. Nous nous sommes rendus compte qu'en tenant compte de la cartographie donc, des différentes populations cibles, des activités donc, qui sont capables donc, de contribuer aux ressources, nous nous sommes rendus compte que si les 8 ans, les 8 premières années, le total des ressources donc, qui vont être mobilisées dans le cadre donc, de cette caisse s'élève à 812 milliards de francs CFA. Et je voudrais profiter pour indiquer que c'est une caisse qui, dès la 3e année, va commencer donc à être excédentaire, ce qui est une très bonne chose pour notre pays. 23 députés sur 42 membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ont pris part à la séance. À l'unanimité, ils ont adopté le projet de loi. C'est une caisse qui permet d'agencer, d'engranger l'économie et de permettre à tous les économistes faibles d'épargner de l'argent pour le compte du développement de la Côte d'Ivoire. Donc elle apportera bien sûr beaucoup d'éléments à notre économie. C'est une caisse de dépôt qui va abriter à l'intérieur les biens publics, les fonds publics et les fonds privés, les fonds de séquestre et tout cela. C'est important. Donc il faudrait qu'il y ait une gestion rigoureuse. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire est un établissement public d'autonomie financière. Elle sera placée sous tutelle du ministère en charge des Finances. On s'intéresse à la 71e Assemblée mondiale de la santé. La Côte d'Ivoire fait entendre sa voix à ses assises. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a présenté les actions menées par le gouvernement ivoirien au profit des populations. Il s'agit aussi de parler de perspectives portant sur la couverture maladie universelle, axe principal du programme du nouveau directeur général de l'OMS. Mamadou Kouassi, notre envoyé spécial. La 71e Assemblée mondiale de la santé est l'occasion pour le nouveau directeur général de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, de présenter son programme d'action. Un programme axé sur la couverture sanitaire universelle dans tous les pays, surtout dans les pays en voie de développement. Le docteur Tedros Adhanom veut donner un nouveau dynamisme à cette organisation. L'Éthiopien demande aux États de se détourner des fonds préaffectés au profit des fonds flexibles dans la mise en œuvre des politiques sanitaires. Les travaux de cette 71e Assemblée mondiale sont aussi l'occasion pour les différentes délégations de présenter leur politique sanitaire. Une tribune saisie par la ministre Raymond Goudou Kofi pour exposer les efforts du président de la République Alassane Ouattara et de son gouvernement dans l'amélioration du système sanitaire ivoirien. La vision du président de la République de Côte d'Ivoire est d'avoir un système de santé performant, intégré, responsable et efficient, garantissant à toutes les populations, en particulier les personnes les plus vulnérables, un état de santé optimal. L'objectif majeur étant d'alléger le poids de la contribution des populations au financement de la santé. Le déficit récurrent en ressources humaines en santé a fait l'objet de recrutements exceptionnels et de renforcement des capacités des agents de santé communautaires. À cette tribune, il était aussi question de perspective avec la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Afin de créer l'équité dans l'offre de soins, un vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements sanitaires de premier contact et des hôpitaux généraux à l'horizon 2020 est en cours d'exécution. À terme, toutes les zones de silence sanitaire seront couvertes. Ainsi, toutes les populations devraient être à moins de 5 km d'une structure de santé. Dans l'optique de réduire les évacuations sanitaires, le niveau tertiaire de la pyramide sanitaire a été renforcé par la construction de structures spécialisées telles que le premier hôpital dédié à la mère et l'enfant
sous l'égide de la Première Dame de Côte d'Ivoire, qui va contribuer à l'atteinte des objectifs du gouvernement de réduire la mortalité maternelle et infantile. Plusieurs thématiques seront abordées à la suite des différentes interventions. Des thématiques axées entre autres sur la fièvre à virus Ebola et la vaccination. Ouverte ce lundi 21 mai 2018, la 71e Assemblée mondiale de la santé refermera ses portes le samedi 26 mai prochain. Toujours santé, et le troisième titre de ce journal est consacré aux fistules. C'est l'histoire de ces femmes qui ont eu un travail difficile lors de l'accouchement, qui après des années de souffrance reprennent goût à la vie grâce à l'UNFPA et ses partenaires. Guérir de la fistule et se réinsérer dans la société, c'est donc possible. C'est l'élément que la rédaction de RTI1 vous propose à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule ce mercredi. Un reportage signé Serge Koulia. Lou Kwame Blandine, Andri Amenan Inès, Fatoumata Sissé, Koulibaly Awa. Ces 4 jeunes femmes ont connu durant plusieurs années un destin similaire. Malades de la fistule, cette maladie de la honte qui se caractérise par une incontinence urinaire, elles ont longtemps été la risée de leur entourage immédiat. J'étais élève en ce moment, j'ai vécu avec quelqu'un, mais il m'a laissé. Dans le village, en tout cas, ils m'ont maltraité. Il y a d'autres qui m'appelaient couche, d'autres m'appelaient arrosoir. L'homme avec qui j'ai fait un enfant là aussi, il m'a rejeté, il a pris l'autre femme. S'il est avec ses camarades, quand il me voit venir, ses camarades disent, ah, ta femme, c'est pas ma femme. Celle qui sent pipi comme ça, c'est pas ma femme. Tout le temps, moi, j'étais mouillée. Donc c'est resté comme ça, tous mes pains sont finis. J'ai fait 14 ans dans la maladie là. J'ai 4 enfants dans la maladie. Mais un décédé. Grâce au programme sanitaire initié par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population et la COICA, l'agence coréenne de coopération internationale, elles ont été opérées gratuitement, recouvrant la santé ainsi que leur dignité de femme. Avant, tu ne pouvais pas aller dans les manifestations comme ça, mais maintenant, où tu vas où tu veux. Aujourd'hui, je peux sortir comme je veux. Je n'irai plus derrière mon pain, en tout cas, je me sens à l'aise. Pour aider ces femmes à se réinsérer dans la société, l'UNFPA et la COICA apportent leur appui pour la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Après l'opération, il y a eu un kit qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir vendre et de me prendre aussi en charge. Actuellement, j'ai un homme, je projette d'avoir un enfant. Nous avons prévu de financer 500 femmes. On les forme et les finance pour qu'elles puissent réintégrer la société, n'est-ce pas, avec beaucoup de dignité. Aujourd'hui, ces ex-malades ne sont plus bannies. Elles arrivent à se prendre en charge. Le regard des autres vis-à-vis de leur ancien statut de fistuleuse a considérablement changé. Comme peut le témoigner l'oncle d'Inès. Tout le monde ne croyait pas qu'elle guérir. Ceux même qui se moquaient d'elle s'approchent d'elle maintenant. Tout le village maintenant l'aime. Le projet de réinsertion des ex-fistuleuses de l'UNFPA et de la COICA va s'étendre à toutes les régions de la Côte d'Ivoire où cette maladie touche les femmes. Il s'agit de redonner le sourire à ces ex-malades qui reprennent peu à peu goût à la vie après avoir connu les affres de la fistule. Au chapitre politique, le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, a eu une série de rencontres avec les partis politiques et la société civile, des séances d'information et de travail afin de les informer sur les dispositions prises par la CEI dans le cadre du démarrage de la révision de la liste électorale, opération prévue pour se tenir du 18 au 24 juin 2018. Herman Guivé. Représentants de partis politiques, membres de la société civile, ils sont reçus chacun à leur tour par le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko. Dans un mois, du 18 au 24 juin, il sera question de la révision de la liste électorale. La commission électorale indépendante voudrait inviter les partis politiques que vous représentez ici à s'approprier pleinement l'opération en s'associant à la campagne d'explication et de sensibilisation qu'elle lance à l'endroit des populations. Il s'agira pour vous d'expliquer à vos cibles
militants et sympathisants, l'intérêt pour eux de se mobiliser pour prendre part au processus de révision de la liste électorale afin de pouvoir, le temps venu, participer au choix des personnes et des équipes qui auront à décider et gérer leur avenir, tant au niveau national qu'au niveau local. Échange fructueux, séance de questions-réponses, des représentants de partis politiques plutôt satisfaits. Nous nous sommes accordés, nous avons félicité la CEI d'avoir facilité la tâche aux populations parce que les pièces requises sont la carte nationale d'identité ou l'attestation d'identité délivrée par l'ONI ou le certificat de nationalité. C'était des réclamations ou des souhaits que les partis avaient émis pour que le nombre de pièces soit le plus large possible afin de permettre au maximum de nos concitoyens de participer à cette opération. Et cette année, la CEI ouvre 10 580 lieux de vote. Nous pensons que c'est un effort qui a été fait et nous voulons féliciter la CEI. Nous sommes en mission depuis très longtemps. Nous avons presque tout arrêté pour pouvoir mettre nos militants en ordre de bataille. Idem pour les membres de la société civile. Nous avons été heureux d'être convoqués par la CEI, ce qui nous met en mission, mais nous faisons déjà le plaidoyer auprès des autorités pour nous aider à faciliter l'établissement des documents administratifs à la population. Toutes les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine des élections travaillent en bonne intelligence avec la CEI. On est totalement en phase et nous repartons outillés et satisfaits. Les personnes qui auront 18 ans au 31 mai 2018 pourront s'inscrire sur la liste électorale. À compter du 25 juin, toutes les informations collectées seront convoyées vers Abidjan. La liste électorale provisoire sera publiée le 18 juillet, affichée le 19 juillet et marquera l'ouverture du contentieux pour le traitement des réclamations. Dans l'actualité religieuse, aujourd'hui, 8e jour de jeûne, et comme chaque année en période de Ramadan, le président Alassane Ouattara soulage la communauté musulmane. Des dons de vivres ont été remis par le conseiller spécial du président chargé des cultes, Drissa Koné, au Conseil supérieur des imams. Et au niveau de la religion chrétienne, on parle de la 60e édition du pèlerinage militaire international à Lourdes autour du thème « Paix sur la terre ». Plus de 30 000 participants, dont la Côte d'Ivoire, à ce rendez-vous. Le point de notre envoyé spécial de retour de Lourdes, chargé des questions religieuses, Grace Kando, dans nos prochaines éditions. Et maintenant, les faits marquants de l'actualité dans le monde. Première destination, la France, où le président du Rwanda, Paul Kagame, a été reçu à l'Élysée pour réchauffer les relations entre la France et le Rwanda. C'est la première fois depuis 2011. Le récit de Laurence Acho et Herman Guivé. Le président français Emmanuel Macron a échangé ce mercredi avec Paul Kagame, le président rwandais, en visite de 2 jours en France. Au cours de leurs échanges, Emmanuel Macron a apporté son soutien à la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, candidate à la tête de la francophonie. Les relations entre Paris et Kigali sont extrêmement tendues depuis le génocide de 1994 au Rwanda, mais les chefs d'État des deux pays tentent progressivement de renouer des liens. Dans la péninsule coréenne, les préparatifs sont en cours pour le démantèlement du principal site d'essai nucléaire nord-coréen. Le régime de Kim Jong-un a invité 10 médias étrangers à assister en direct à l'effondrement de ces tunnels qui ont servi à 6 explosions nucléaires souterraines depuis 2006. Le sommet historique prévu le 12 juin à Singapour entre le président américain et le dirigeant nord-coréen est toujours incertain. Donald Trump, qui recevait mardi dernier le président sud-coréen à la Maison-Blanche, a déclaré un report possible de la rencontre. 3 semaines tout juste avant une rencontre que le président américain n'a cessé de présenter comme historique, le doute subsiste sur la tenue du sommet de Singapour. La note triste de ce 20h pour terminer. Le ministère des Affaires étrangères rend hommage à l'ambassadeur Bernard Tano Bouchoué, décédé le 18 avril dernier à New York. Il a été pendant 8 mois le représentant permanent de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, un diplomate chevronné durant sa longue carrière.
Ses collègues, parents et amis lui ont rendu un ultime hommage donc au sein de l'institution qu'il a servi avec abnégation. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a témoigné la reconnaissance de l'État ivoirien à l'illustre disparu. Bernard Tano Bouchoué sera inhumé ce samedi à Grand Lao. Ainsi s'achève donc ce 20h. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.